Thierry Pouche, bonjour. Bonjour. La contestation agricole qui est en cours en France depuis plus d'une semaine maintenant témoigne d'un malaise dans la profession, un malaise qui dure depuis longtemps maintenant. Pour commencer, une statistique. Il y a 70 ans, les agriculteurs et agricultrices en France représentaient un tiers de la population. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 1,5%. Ma première question, ce sera d'abord donc quel est l'état aujourd'hui de l'agriculture française et les conditions de vie de celles et ceux qui les pratiquent à l'heure où nous parlons? C'est une question assez complexe puisque si on fait une géographie de l'agriculture, tout va dépendre des filières, des zones géographiques. Globalement, depuis les années 90, c'est-à-dire au moment où l'Europe s'engage dans des réformes régulières de la politique agricole commune, on a constaté une fluctuation du revenu agricole. Jusque-là, les prix étaient garantis par l'Union européenne. Il y avait un certain nombre de protections, notamment aux frontières, ce qu'on appelait la préférence communautaire. Et donc, le revenu des agriculteurs, il était relativement stable. À partir des années 90, la protection des agriculteurs, la régulation des marchés va s'atténuer de plus en plus. Donc, on va avoir un revenu qui, une année, va pouvoir augmenter et l'année suivante va pouvoir diminuer. Donc, ça obscurcit l'horizon économique des agriculteurs, mais heureusement que ces fluctuations ont pu être parfois lissées par des aides qu'on appelle des aides compensatoires. Là, sur l'année 2021-2022, on a connu quand même 2 années fastes, puisque le revenu des agriculteurs avait très fortement augmenté. C'était dû à la reprise économique consécutive de la pandémie et puis évidemment à la flambée des prix qui a été engendrée par la guerre en Ukraine. À partir du deuxième semestre 2022, on commence à voir s'affaiblir les prix et les prix ne vont cesser de diminuer, notamment pour les produits de grande culture, blé, maïs, colza, etc., pour arriver à des niveaux relativement bas, ceux qui étaient en vigueur avant la guerre. Donc, dans la mesure où les charges, elles, ont également diminué, mais pas au même rythme et pas en même proportion. On a même des charges qui ont augmenté à la fin de l'année 2023, en particulier le prix du pétrole, puisqu'il y avait ces tensions au Moyen-Orient. Eh bien, on assiste à un décalage entre les coûts de production et les prix des produits agricoles. Ça explique que le revenu soit revu en baisse en 2023, puisque le revenu global moyen a baissé d'un peu plus de 10%. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent. Ensuite, il y a une autre problématique qui s'est posée de plus en plus, c'est évidemment la question des échanges extérieurs. On voit bien qu'en France, depuis le début des années 2000, on assiste à une érosion de la compétitivité des produits agricoles français. On a été dépassé par un certain nombre d'autres puissances, comme les Pays-Bas, l'Allemagne, le Brésil pour ce qui est des pays tiers. Et nous sommes maintenant de plus en plus talonnés par la Pologne, l'Espagne. Alors même si on conserve un excédent commercial agroalimentaire, on a perdu des parts de marché sur un certain nombre de pays, et en particulier des pays européens. Donc je n'ajoute pas à mon propos sur la situation de l'agriculture l'accumulation de normes, la perspective du pacte vert qui va énormément compter dans l'avenir de l'agriculture française, mais de l'agriculture européenne par extension, hein, parce que bon, on en a beaucoup parlé et qu'il y a évidemment une certaine légitimité à revenir là-dessus. Le Premier ministre Gabriel Attal, qui enchaîne les visites sur le terrain, ne cesse d'évoquer une agriculture à la française. Mais que signifie cette expression? On peut peut-être rappeler à nos auditeurs que la profession n'est pas vraiment unifiée entre les idées portées, par exemple, par un syndicat comme la FNSEA et un autre comme la Confédération paysanne, par exemple. Bon, alors sur les différences syndicales, ça c'est quelque chose d'assez ancien. Je crois que la question qui est posée là renvoie surtout à l'extraordinaire diversité de l'agriculture française. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un inconvénient à évoquer le modèle agricole. Beaucoup estiment qu'il faut le préserver, d'autres pensent qu'il faut le faire évoluer. Je crois qu'il faut être très prudent parce que entre des maraîchers du sud-est de la France et des planteurs de betteraves dans le nord, il n'y a rien à voir. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire on va appliquer un modèle. C'est peut-être un peu pour ça que l'Union européenne aussi essaye de faire rentrer tout le monde dans un moule, mais je crois que c'est une erreur, parce qu'il n'y a vraiment rien à voir entre un producteur de lait et un producteur de fruits. Donc il me semble que là, il faudrait peut-être trouver, comme ça avait été fait un peu dans le passé, une certaine souplesse dans l'application des réglementations, dans les réflexions sur les réformes de la politique agricole commune,
Et puis évidemment dans tout ce qui est négociation et signature d'accords de libre-échange aussi. Le Premier ministre Gabriel Attal donc, est à la rencontre tout ce week-end des agriculteurs sur place. Il a promis plusieurs mesures dites d'urgence, l'annulation de la hausse de la taxe sur le gazole non routier, les simplifications administratives ou encore la publication d'un rapport très attendu sur les retraites agricoles. Est-ce qu'au-delà de ça, on peut espérer un changement fondamental, structurel de l'agriculture française à la suite de ces mobilisations? Vous l'avez dit à l'instant, ce sont des mesures d'urgence pour essayer de calmer un peu la situation, de calmer les esprits. Mais les agriculteurs sont en attente de perspectives qui sont situées sur un peu plus long terme. Parce qu'il y a une réponse nationale à l'agriculture. Qu'est-ce qu'on va faire de notre agriculture dans les années à venir? Mais je crois que l'essentiel du problème va se situer surtout à l'échelle de l'Union européenne. Car, qu'on le veuille ou non, c'est à Bruxelles que se détermine l'avenir de la politique agricole commune et donc les perspectives pour les agriculteurs. Or là, il y avait quand même un gros malaise puisque le pacte vert, qui fait partie d'une stratégie d'ensemble pour atteindre la neutralité carbone dans l'Union européenne, donc ça concerne aussi l'industrie évidemment, mais pour l'agriculture, il s'agit de diminuer des usages d'engrais et de pesticides, d'augmenter les surfaces dédiées à l'agriculture biologique, etc. Ça a été édicté en 2019, c'est-à-dire avant la pandémie et avant la guerre. Et la guerre, pour ne prendre que cet exemple, qui est quand même assez important, bouleverse aujourd'hui les équilibres alimentaires mondiaux et peut-être que l'Union européenne devrait réviser le texte et l'adapter au contexte international. Et on voit bien, par exemple, qu'il y a des contradictions dans ce texte. Augmenter les surfaces dédiées à l'agriculture biologique, c'est une chose qui était certainement très attendue dans le passé par les consommateurs, par exemple. Mais on a aujourd'hui une agriculture biologique qui se heurte au problème du débouché. En France, ça fait 2 ans maintenant que les ventes de produits issus de l'agriculture biologique sont en baisse, en fruits et légumes, en vin, en viande, en produits laitiers. Donc, est-ce que c'est une bonne idée que de maintenir le chiffre qui a été avancé, c'était 25% de surface dédiée à l'agriculture biologique dans l'Union européenne? Est-ce que c'est une bonne idée, sachant que nous avons un problème de débouché important? Vous avez en France, par exemple, des agriculteurs bio qui se convertissent et qui reviennent à l'agriculture conventionnelle. La Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne sont aussi touchés par le reflux des ventes de produits bio. Donc voilà, je pense à l'échelle européenne que les choses vont se passer. Et de ce point de vue-là, l'échéance du mois de juin va être importante avec le renouvellement de la Commission au mois de septembre. Donc on est dans une année 2024 qui va évidemment être tendue. Et la réponse, elle est à la fois française en tant qu'État membre, mais elle est aussi, à mon avis, et surtout européenne. Pour revenir un petit peu en France, la FNSEA et le syndicat des jeunes agriculteurs ont annoncé mener ce lundi le siège de Paris. L'un des dirigeants de ces syndicats a d'ailleurs eu ces mots: assécher la capitale. Quel peut être l'impact économique concret de cette mobilisation au niveau national mais aussi continental si on prend en compte aussi les contestations dans les autres pays? Si vous dressez une carte des approvisionnements en France, par département, vous avez l'Île-de-France qui est la zone la plus dépendante du reste de l'Hexagone pour s'approvisionner. L'auto-approvisionnement de la région Île-de-France est très très faible. Donc si une espèce de blocus se met en place et s'étale sur la durée, il est clair qu'à terme, si les commerçants, artisans, les bouchers, les vendeurs de fruits et légumes, les marchés du dimanche, etc., les supermarchés bien évidemment, ne peuvent plus s'approvisionner, au bout d'un moment, alors je pense que on n'est pas à 15 jours près, parce qu'il y a un peu de stockage quelque part, mais je crois que ça peut présenter un gros inconvénient pour les franciliens, parce que l'Île-de-France est la zone la moins fournie, la moins en mesure de répondre à ses propres besoins, comparativement à des régions comme la Bretagne, des choses comme ça. Donc ça peut effectivement présenter un problème. J'ai une dernière question. Est-ce que cette mobilisation peut aussi avoir un retentissement sur les autres puissances agricoles de la région européenne, méditerranéenne? Je pense par exemple au Maroc. Est-ce que voilà, ça peut avoir une influence sur les importations ou les exportations de ce pays-là? Alors c'est une question tout à fait intéressante parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais en imaginant que les céréaliers puissent bloquer non seulement les routes, mais peut-être demain ou après-demain les infrastructures portuaires, il est clair que les flux commerciaux de céréales entre la France et les pays méditerranéens, en tout cas ceux de la rive sud, l'Algérie est quand même notre premier client en blé, ça peut là aussi provoquer un problème, ça peut avoir un effet boule de neige.
qui peut être préjudiciable pour la population. Mais bon, on n'en est pas encore là, puisque les silos sont quand même encore pleins, la proximité des ports, donc il y a encore une petite marge de manœuvre, mais ça serait vraiment là un scénario catastrophe. Très bien, Thierry Pouche, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien. Vous êtes, je le rappelle, chef économiste aux chambres d'agriculture de France. Merci beaucoup.